nous pensons qu'il n'aura pas de troisième mandat, à moins qu'il puisse sortir l'armée et la police pour massacrer tous les Congolais. Or, l'armée, c'est l'armée du peuple. L'armée ne sortirait jamais pour massacrer son propre peuple. Donc, Tshisekedi, nous le disons tout droit au Sénat. Son avenir se conjugue au Sénat, se conjuguera au Sénat dans 2 ans. Ce que nous disons, c'est que la meilleure façon de préserver la paix au Congo passe par le respect des règles établies. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en compagnie aujourd'hui de Prince Epingue, président de l'ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka en duplex. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Débutons cette interview avec les négociations entre l'AFC M23 et le gouvernement qui se sont délocalisés en Suisse. Quel bilan tirez-vous de ce nouveau round de négociations? Ces nouvelles négociations, voulais-je dire, est un moyen de passer du temps aux Congolais. Ça nous a étonné, en tout cas, en RDC, d'entendre que, par exemple, la MONUSCO, les Nations Unies et même certaines organisations saluent le nouveau round qui se passe à Montreux, en Suisse, comme un round qui a donné des avancées. Les avancées, c'est quoi? Rappelez-vous qu'en 2025, le M23 et le gouvernement avaient signé un certain nombre de protocoles. La question des échanges de prisonniers était au menu. La question d'observer les cessez-les-feux était au menu. Ça, c'est en 2025. En 2026, ils se retrouvent à montrer, ils reviennent encore sur ces questions-là. Parce qu'évidemment, sur le terrain, rien n'avait changé. Donc, pour nous, le M23 et les gouvernements congolais, apparemment, sont dans un deal secret. Personne n'a intérêt à ce que la guerre s'arrête. Personne n'a intérêt à ce que la paix revienne. Évidemment, parce que la guerre fait des malheureux parmi les populations, mais en réalité, la guerre fait beaucoup de erreurs parmi ces gens-là du M23 et parmi les membres du gouvernement. Donc, nous soupçonnons que ces gens-là se retrouvent juste pour tromper l'opinion. Ils émettent comme ça des conditions, ils disent vouloir faire la paix, mais en réalité, ils ne sont pas pour la paix. Non, mais je pense qu'on vous écoute, on a l'impression que pour vous, toutes ces discussions ne servent à rien, en tout cas dans ce format. Donc vous appelez le gouvernement à arrêter de discuter avec l'AFC M23, si on vous comprend. Nous pensons que la paix, nous devons la faire. Évidemment, la paix ne se fait qu'avec l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous pensons que le cadre AFC M23 et le gouvernement est un cadre qui ne pourra plus apporter la paix. Et parce que nous sommes convaincus que l'AFC M23, dans ce cadre-là, ne saura pas avancer. Le gouvernement aussi, dans ce cadre-là, ne saura pas avancer. C'est un peu comme si, pour eux, pour des raisons de façade, ils doivent y participer. Mais en réalité, personne ne croit à ce cadre-là. D'où nous recommandons qu'on revienne à ce que nous appelons le processus de Kinshasa, dialogue entre Congolais, qui sera organisé notamment avec les prélats catholiques, les pasteurs de l'ICC, où toutes les parties prenantes seront représentées. Je voudrais souligner qu'en Suisse, l'opposition n'est pas représentée, la société civile n'est pas représentée, même les victimes de la guerre ne sont pas prises en compte. Ils négocient en Suisse. D'abord, ça a commencé par Doha. Ils se sont déportés en Suisse. Ce qu'ils vont prendre comme résolution, ils vont les imposer à qui? À l'opposition qui n'a pas pris part, à la société civile qui n'a pas été considérée,
aux victimes de la guerre qui sont superbement ignorées? Non. Donc, la FCM23 et le gouvernement sont ceux qui ont créé cette crise. Ils ne peuvent pas prétendre la résoudre seuls, sans 80% de ceux-là qui représentent la nation congolaise et surtout les victimes de cette guerre-là. Mais vous évoquez le cadre du dialogue proposé par la Synco, hein, l'Église, le fameux pacte social. Hier, sur ce plateau, le premier vice-président de l'Assemblée nationale affirmait hein, que ce pacte social proposé n'était qu'un moyen de renverser les institutions, de renverser le président Tshisekedi. Est-ce que vous partagez ce constat? Non, le pacte social est un moyen de sortir véritablement le Congo du chaos. D'autant plus que le pacte social prend en compte les différentes parties prenantes, prend en compte les réalités sociologiques du Congo. Le pacte social tient compte de la généalogie de la crise congolaise. Pourquoi en sommes-nous là? Le pacte social parle de vérité, réconciliation et cohésion. D'où venons-nous? Pourquoi en sommes-nous là? Et comment nous devons ou nous pouvons avancer? Vous savez que la crise ici qui secoue le Congo, évidemment, nous avons la guerre d'agression, nous avons la crise de légitimité, mais nous avons également la crise sociale avec ses ramifications. Mais véritablement, la crise actuelle au Congo, ses origines commencent avec le chaos électoral ou la fabrication des résultats électoraux en 2018. Quand Martin Fayulu Madidi, le président de la MOUCA, avait gagné les élections en 2018, mais Joseph Kabila avait décidé de lui déposséder de sa victoire. C'est que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Le Drian, avait qualifié de l'arrangement à l'africaine. Après cette affaire-là, Tshisekedi, Kabila, Nanga étaient dans un deal et chacun a voulu tromper l'autre. Et c'est là où les frustrations sont nées et nous en sommes là. Donc, le pacte social tient compte de ces réalités-là. Le pacte social tient compte également du fait qu'en 2023, il n'y avait pas eu d'élection. Félix s'est maintenu au pouvoir par une fraude massive. Le pacte social tient compte également du fait que dans 2 ans, il y aura des élections générales au Congo. Tshisekedi, dans 2 ans, va aller au Sénat comme sénateur à vie. Et donc, toutes ces réalités, seuls les pactes sociaux peuvent les passer au peigne fin pour qu'à la fin du dialogue, nous puissions avoir des solutions idoines et irréversibles. Mais sur la forme de ce dialogue, qui doit participer à ce dialogue? Corneille Nangaa, Joseph Kabila, tous les gens du M23 aussi? Et nous, au sein de l'ADD Congo et de la MOUCA, nous disons que la paix ne se fait qu'avec l'adversaire, la paix ne se fait qu'avec l'ennemi. Contrairement à ce qu'avait dit Einstein, on peut résoudre les problèmes avec ceux qui l'ont créé, à condition que ceux-là s'engagent véritablement à ne pas rechuter. Et Martin Fayulu, la victime absolue de tout ce qui s'est passé au Congo, doit être là. Et Félix Tshisekedi, qui, malgré les chaos qu'il a sémé au Congo, est un fils du pays, doit être là. Moïse Katumbi, qui se retrouve en exil, contraint en exil, doit rentrer au pays pour y participer. Joseph Kabila, évidemment, Joseph Kabila a sémé la confusion. C'est la personne par qui le chaos est arrivé au Congo. Lui aussi doit être là parce qu'on veut résoudre le problème avec tout le monde. Et Nanga, évidemment, Nanga aussi doit être là. La société civile doit être représentée également. Donc, nous voulons que les acteurs représentatifs de la nation congolaise soient là parce que c'est une affaire du Congo. Une question congolaise, une crise congolaise doit avoir une réponse congolaise. Évidemment, il y a une dimension de l'agression que nous n'oublions pas. Ça, Kagame, ça, le Rwanda, Nanga n'existerait pas avec ses armes. Ça, nous devons en tenir compte. D'ailleurs, cette dimension des choses a été évoquée aux États-Unis avec les accords qu'ils ont signés sous l'égide des Américains. Mais, tant mieux. Mais en tout cas, Doha, nous avons dit, c'est bien. Montrer, c'est bien. Washington, c'est bien. Mais comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba, les questions aux problèmes du Congo, les réponses aux questions congolaises, les solutions aux problèmes du Congo ne viendront plus de Washington,
de Paris, de Montreux, de Genève ou de Bruxelles. Les solutions pour le problème du Congo viendront du Congo, de Kinshasa, des enfants du Congo. Donc, on a l'impression que le dialogue fera oublier un peu ce que ces personnalités que vous évoquez, Kabila, Nanga, ont commis comme atrocité dans le pays. Donc, il n'y aura pas de jugement au final. On dialoguera et on passera à autre chose. C'est un peu ce que vous nous proposez. Non, nous, au sein de l'ADD Congo de la Mouka, nous disons vérité, réconciliation et cohésion. Cohésion. Il faut que les responsabilités soient établies à tous les niveaux. Le dialogue n'est pas une blanchisserie. Nous allons faire en sorte, faire en sorte que chacun de nous rende des comptes, mais rende des comptes dans une dynamique de pacification, dans une dynamique de cohésion. Nous n'allons pas chercher les coupables, mais nous n'allons pas non plus effacer les crimes. Nous allons dire à chacun des vérités, mais nous allons également demander à chacun de présenter ses esquisses et surtout de s'engager dans une voie où nous n'allons plus réchuter. Vous savez qu'il y a eu des rébellions avec Mouzé Kabila et ensuite Bemba est arrivé et maintenant c'est Nanga. Si on ne se dit pas de vérité, si on ne s'engage pas sincèrement à ne plus répandre les armes, après Nanga, il y aura d'autres rebelles. Encore que Kagame n'a jamais renoncé à son idée de créer la confusion au Congo. Donc, j'ai fini par dire, au sein de la coalition Lamouka, dont je suis porte-parole, au sein de mon parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, nous disons les dialogues ne peuvent pas servir de blanchisserie. Les dialogues, c'est un moyen de nous dire des vérités, de renoncer à ces réflexes-là divisionnistes, guerre, et s'engager résolument dans les voies de la paix. Parce qu'il n'y a que la paix qui peut être les dénominateurs communs pour que le développement du Congo, tant entendu par le peuple, devienne une réalité. Pour Paul Kagame, le Rwanda est la seule partie, le seul pays qui respecte les conditions de l'accord de paix de Washington. C'est la même chose que vous observez sur le terrain? Kagame n'a jamais respecté les accords de Washington et nous pensons même que Kagame pensait flouer le Congo à nouveau. Ce que nous disons à Paul Kagame, qu'il s'occupe de son pays. Et nous sommes assez mûrs, nous sommes assez intelligents. Nous allons nous occuper de notre pays. Le Rwanda est un pays, personnellement, je le dis, c'est un pays africain. Nous ne prendrons jamais le Rwanda, l'arracher de la carte d'Afrique où il est pour aller l'implanter, les greffer en Asie mineure. De la même manière, le Rwanda ne peut pas, Kagame ne peut pas penser qu'il peut arracher le Congo de la carte d'Afrique là où il est pour l'amener au Maghreb. Nous sommes appelés à vivre en paix. Et c'est ça l'idéal. La génération que j'incarne aujourd'hui, que je représente aujourd'hui sur votre chaîne, cette génération voudrait qu'on soit en paix avec le Rwanda. Et d'ailleurs, avant l'arrivée de Kagame, on vivait en paix avec les Rwandais. Avec le peuple rwandais, nous n'avons rien. Mais c'est cette visée expansionniste du Rwanda qui nous dérange. Et le Rwanda ne pourra jamais, alors jamais dominer le Congo. Peut-être avec le régime actuel, peut-être avec le régime Kabila, mais ce n'est pas pour longtemps. Et ce n'est pas pour longtemps. D'où nous disons à Kagame, la question qu'il met en avant des génocides des Tutsis au Congo, ça n'existe jamais, les génocides des Tutsis au Congo. Et les Rwandais qui ont choisi de vivre au Congo, nous les acceptons et nous leur demandons de respecter simplement les lois du Congo. Les anciens Grecs disaient, là vous êtes en paix, là où est votre patrie. Nous vivons en paix avec nos frères maliens. J'ai parlé avec certains Maliens au Congo il n'y a même pas 3 jours, qui sont au Congo pendant 40 ans. J'ai des amis au Congo qui sont sénégalais, maliens, Bakary et les autres Kamala, qui sont là, qui vivent en paix depuis 30 ans. Ils n'ont jamais réclamé une partie, une commune de Kinshasa ou une partie d'une province du Congo. Ils savent qu'ils sont devenus des Congolais. Ils ont acquis la nationalité congolaise en bonne et due forme. Ils vivent en paix. Ils peuvent commercer. Ils peuvent se marier avec les Congolaises. Ils peuvent avoir beaucoup de choses. Mais ils respectent les lois congolaises. C'est la même chose que nous disons à Kagame. C'est des Rwandais qui ont choisi de vivre au Congo
tant qu'ils respectent les lois du Congo, ils n'auront aucun problème. Il n'y a pas de génocide des Rwandais au Congo, des Tutsis Rwandais qui sont au Congo sont chez eux tant qu'ils respecteront la loi du Congo. Comme moi, je suis en ce moment à Paris, je respecte les lois françaises, les Français me considèrent, me respectent, il n'y a aucun problème. Kagame a sa logique de vouloir coloniser le Congo, cette logique ne passera pas, ni aujourd'hui, ni demain. Quant aux accords de Washington, écoutez, ces accords-là, il y a à boire et à manger, mais tant qu'ils respecteront la souveraineté du Congo, ils respecteront les droits, les lois congolaises, nous ne trouverons aucun inconvénient. Donc, c'est une victoire diplomatique pour le président, au fond, ces accords. Et il n'y a pas question de victoire. Pour nous, le Congo n'a pas à avoir une victoire contre le Rwanda. Le Congo veut tout simplement vivre en paix avec son voisin rwandais. Autant que le Congo veut vivre en paix avec les voisins soudanais, congolais de Brazzaville ou burundais. Mais pourquoi on a 9 pays voisins? Il n'y a qu'avec le Rwanda qu'on a des problèmes majeurs. Pourquoi on n'a pas de problèmes majeurs avec la Tanzanie, les Burundi? Pourquoi il n'y a qu'avec l'Ouganda et le Rwanda? Parce qu'ils ne rêvent pas nos terres. Tant qu'ils renonceront à cette logique catastrophique de récupérer nos terres, nous vivons en paix avec eux. Nous, on a toujours commencé avec le Rwanda, nous souhaitons continuer. On a toujours commencé avec le Burundi, l'Ouganda, etc. Le Congo est un géant. Si le Congo se stabilise, tous ces pays gagneront. Si le Congo